Bonsoir à tous et bienvenue dans Connaissez-vous. On va vous proposer des histoires de parcours, des histoires intimes ce soir dans l'émission. On va commencer avec Morgane Raoult. Elle était musicienne, elle jouait de la clarinette, elle a dû bifurquer vers le théâtre. Elle nous expliquera pourquoi et elle nous explique pourquoi dans un spectacle qui s'appelle Le Second Souffle. Autre itinéraire personnel, celui d'Ino JP qu'il raconte dans un spectacle qui s'appelle True Story, à voir au Théâtre de la Toison d'Or. Qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai dans le spectacle et dans la trajectoire que nous raconte Ino JP. C'est une des questions qu'on lui posera. Et puis on terminera avec un polar de Jean-Louis Duroy. Ça s'appelle Fait descendre le Polonais. Ça se passe à Bruxelles. On y vit d'ailleurs l'atmosphère bruxelloise et pas toujours l'atmosphère la plus recommandable. Ce sera le troisième invité de cette émission. Micro ouvert avec Najad qui viendra nous jouer un texte qui s'appelle Mon dernier slam. Il sera d'ailleurs accompagné d'un guitariste. Donc moment à ne pas rater. Le programme est copieux. C'est Connaissez-vous et on est parti. Bonjour Morgane Raoult. Bonjour Fabrice. Comment doit-on vous présenter? C'est quoi votre métier? Alors, je suis musicienne et plus particulièrement clarinettiste, mais voilà, moi je dis je suis musicienne, mais ça a évolué parce que je suis aussi autrice et mon métier, ça englobe tout ce qui touche à la musique, voilà. Ouais. Vous dites toujours que vous êtes musicienne aujourd'hui, même si vous êtes plutôt une femme de spectacle, on pourrait prendre cette définition-là? Oui, c'est vrai qu'en fait, je fais beaucoup plus de spectacles que de concerts, mais ce sont toujours des spectacles soit musicaux, soit qui abordent le sujet de la musique. Alors, on va vous proposer de vous avancer un petit peu vers la lumière pour ne pas rester trop longtemps dans l'ombre du studio. Je vous pose toutes ces questions parce qu'on va parler de votre parcours. C'est un spectacle très personnel dont on va parler dans les minutes qui viennent? Oui, c'est un spectacle très intime parce que je raconte mon parcours de clarinettiste, mais enfin mon parcours de vie, quoi, ma vie de femme musicienne et passionnée, voilà. Ouais. Autobiographique. C'est ça. Tout ce que vous racontez sur scène ou dans un livre, on en parlera aussi, tout est donc véridique. Il y a une part de fiction ou d'enjolivement qu'on peut retrouver? La vérité, je sais, moi j'ai essayé d'être en tout cas authentique. J'ai eu l'impression de ne pas mentir, mais en revanche j'ai pris des précautions. Par exemple, je parle de mon ennemi juré, je transforme son nom, ou alors éventuellement j'ai pu rassembler en une personne 3 autres, voilà. Mais j'ai essayé d'être élégante aussi parce que je veux régler des comptes avec personne. Donc c'est vrai que quand je cite un musicien, je dis pas toujours dans quel orchestre ou quel chef d'orchestre je nomme. Enfin, je mets pas les. Je ne mens pas, mais j'oublie de nommer les gens par moment. Oui, voilà. C'est prudent, ça évite d'avoir des procès. Voilà. Ouais. Et ça évite de blesser aussi des personnes. C'est ça. Ouais. Ça fait combien de temps que vous jouez ce spectacle qui s'appelle Second Souffle? Alors, on l'a créé il y a 1 an et demi. On a fait 2 fois le Festival d'Avignon avec. Et puis, on l'a joué au Théâtre de Poche l'année dernière, pendant 4 ou 5 représentations. Et puis, alors si je compte bien, ça fera 2 ans au mois de juin prochain. Voilà. Je suis musicienne et je ne suis pas très forte en calcul. Voilà. Ah, pourtant, il y a un rapport entre les maths et la musique. Je suis bonne en maths, mais pas en calcul. Je ne comprends pas. Bon, allez, je vous propose de vous asseoir, Morgane Raoult, si vous avez envie. Alors, de quel côté? Alors, de l'autre côté, alors à votre... non, en face. Voilà, en ici face, voilà, par là. Voilà, juste devant le dossier, ce sera parfait. Vous êtes française? Je suis française, oui. Je suis même auvergnate, pour dire. C'est quoi l'Auvergne? L'Auvergne, c'est les volcans, c'est la ruralité, c'est l'austérité, mais la générosité aussi. Brassens, la chanson de l'Auvergnat, c'est celui qui offre du feu même quand il n'en a pas. Ouais. Ça définit votre tempérament et votre culture? Ma culture, je me sens assez auvergnate dans le sens où la nature, la force de la nature a de l'importance pour moi. Mais aujourd'hui, j'ai plus vécu ailleurs qu'en Auvergne avec les années qui passent parce que j'ai quitté l'Auvergne à 18 ans.
Ouais. Alors vous êtes quand même en partie bruxelloise aussi depuis quelques années. Voilà. Vous faites des allers-retours entre Paris et Bruxelles, hein, c'est ça votre vie? C'est ça. Il y a l'abonnement Thalys ou Eurostar, comme on dit maintenant. Ça. Je suis tombée amoureuse d'un Belge. Oui. Donc ça fait 8 ans que j'habite à Bruxelles, mais que je continue à travailler à Paris aussi beaucoup parce que ma maison de disques, ma maison d'édition, mes partenaires, les musiciens avec lesquels je travaille sont pour beaucoup du côté de la frontière, sont à Paris. Même si, en fait, il y a 2 spectacles, voire 3, que j'ai créés ici en Belgique, à la Maison qui chante ou au Riche Clair. Et l'équipe était belge. Alors, on va voir un extrait de ce spectacle qui s'appelle Second Souffle, dont on vient de parler, et que vous allez présenter à nouveau à Anderlecht. Ce sera à l'Escale du Nord. Ce sera le 26 janvier. Petit teaser, et on en reparle juste après. Nous avons retenu 20 enfants. Voici les formulaires d'inscription qui vont vous être distribués. Moi, je coche dans les 3 cases et j'inscris en face de chacune d'elles, par ordre de préférence, clarinette, clarinette, clarinette. J'ai pas de clarinette, mais le conservatoire va m'en prêter une. L'âme de la clarinette, c'est le souffle. C'est un orchestre uniquement constitué d'instruments à vent et à percussion. Il n'y a pratiquement que des hommes. Et je découvre cet univers de délicatesse. Bien, les gars, la veille d'un concours, il faut pas vous branler. Ça retire la gueule. Et puis je me laisse emporter par la beauté de la musique. Je perds complètement le fil de mon décompte. Au moment où je dois jouer, je joue pas. Excusez-moi, c'est son métier. Je vous en supplie, il faut vraiment réparer ça. Enfin, je sais pas, imaginez-vous, je vous coupe les mains. Voilà, Second Souffle de Morgane Raoult. Vous êtes 2 sur scène, on va peut-être donner le nom de votre acolyte. Oui, on est 2. Je suis avec Nicolas Franceschi. Ouais. Qui, Et qui lui joue plusieurs rôles. Hein. Voilà, c'est ça. Il passe d'un rôle à l'autre avec un jeu sur les accents, les postures, au féminin, au masculin. Il est assez formidable, Oui, il est formidable. votre compagnon de Ouais. scène. Ouais. Vous jouez votre propre rôle. On vient de voir un petit condensé. Donc ça commence à l'enfance, Oui. la découverte de cet instrument qu'est la clarinette, ce qui vous donne envie d'embrasser cette carrière. Et puis on va jusqu'à un moment où il y a un drame, parce que votre histoire, elle bascule. C'est pour ça que ça s'appelle Second Souffle. Ouais. Qu'est-ce qui vous est arrivé, Morgane ? Eh bien, à l'âge où je passais tous les concours d'orchestre, où ma carrière se lançait, j'ai eu un premier pneumothorax, c'est-à-dire un décollement de la plèvre. Et mon poumon gauche s'est entièrement décollé, et il s'est recroquevillé. Et donc, la pratique de la clarinette est devenue impossible, parce que à chaque fois que je ressoufflais, déjà ça me faisait très mal, et en fait ça mettait trop de pression dans les poumons pour continuer à jouer de la clarinette. Mais voilà, donc j'ai essayé de faire une pause, mais même en m'arrêtant, j'ai le poumon droit qui après s'est décollé, puis de nouveau le poumon droit. Enfin, j'ai eu une succession de pneumothorax qui ont fait que la clarinette, c'était fini. Enfin, les médecins... En tout cas, au niveau qui était le vôtre, au niveau d'une concertiste. Voilà, je ne pouvais plus en faire à un haut niveau. Disons que je ne pouvais plus en faire du tout, d'après les médecins.
Et puis, moi, j'avais construit ma vie autour de la clarinette. C'est vraiment une passion vitale qui était venue déjà bien sublimer mon enfance. Et puis, grâce à la rencontre d'un musicien klezmer, qui était un vieux monsieur vraiment au bout de sa vie, il marchait presque plus, il avait une canne, il avait un tout petit souffle. Et puis, je l'ai écouté lors d'un concert jouer de la clarinette et j'ai compris que, bien sûr, le souffle, c'est essentiel pour jouer de la clarinette, mais on pouvait changer de technique, de façon de souffler pour continuer à en jouer sans mettre trop de pression dans les poumons. Voilà. Et donc, vous avez changé votre manière de jouer. Aujourd'hui, vous jouez encore, vous n'êtes plus concertiste. Vous m'avez dit tout à l'heure en introduction, je suis toujours musicienne. Oui, alors je suis toujours musicienne parce que je chante, j'écris des chansons, notamment beaucoup de chansons pour enfants. Donc j'ai des spectacles musicaux, mais je suis encore clarinettiste. Dans tous mes spectacles, je joue de la clarinette, mais au lieu de jouer des sonates de Brahms qui demandent énormément de puissance physique et puis qui sont longues, au lieu de jouer 4 heures de clarinette par jour, j'en joue pas plus qu'une heure ou 3/4 d'heure. Et surtout, j'ai adapté mon matériel. C'est un petit peu comme un chanteur d'opéra qui passerait à la variété, quoi. On est passé de la puissance à la sensibilité. Exactement. On est passé de la puissance à la sensibilité. C'est exactement ça. Ouais. Alors, il y a eu avant la pièce de théâtre, il y avait aussi un roman, ou en tout cas un récit, un livre que vous avez publié. Oui. C'est le succès du livre qui vous a poussé à le transformer en spectacle ? Alors, on pourrait croire que c'est dans ce sens, mais réellement, j'ai d'abord écrit mon récit. J'avais envie de le raconter. Et il y a eu une lecture qui a été faite, la pièce devait se lancer. Et puis, il y a eu le premier confinement, puis le deuxième, ce qui fait que les théâtres fermés, tous les projets étaient gelés. Et là, je me suis dit, mais je peux pas rester... Il fallait que je m'exprime, quoi. Donc, j'ai un peu étoffé le manuscrit et je l'ai envoyé à des maisons d'édition. Et les éditions Michalon ont aimé et ont édité le livre. Donc, du coup, le livre est sorti avant la pièce. Oui, alors que ça aurait dû être l'inverse. Voilà, ouais. Mais le livre s'appelle « Je ne souffle pas, je chante ». Alors, dans Second Souffle ou dans Je ne souffle pas, je chante, il y a tout le récit de votre histoire, le récit de votre enfance, y compris des choses pas très joyeuses et assez traumatisantes. Il y a aussi... Et ça, c'est très drôle quand vous l'interprétez sur scène, le récit de la vie de musicien. Comment ça se passe, la vie de musicien ? On est dans un grand orchestre, vous étiez dans des orchestres symphoniques, vous partiez en tournée dans toute la France, à l'étranger. C'est quoi ? Est-ce qu'on est plus proche d'un groupe de rock avec tout le monde qui est tout le temps en permanence, tout le temps, une bande de copains qui s'allument ? Ou est-ce que c'est chacun de son côté, quand on est un musicien professionnel, qu'on se retrouve tous les soirs en robe noire ou en costume pour les messieurs et qu'on est dans les salles de concert du monde entier ? Oui, c'est une micro-société en fait. Donc, ça reflète les mêmes choses qui peuvent se passer dans d'autres micro-sociétés. Et, il y a des dragueurs lourds aussi oui. Dans les orchestres. Oui, en fait, c'est un truc de fou. C'est ce que j'explique dans le spectacle. C'est que, quel que soit l'orchestre avec lequel je travaille, il y a pratiquement toujours le même genre de rapport entre les différentes familles d'instruments. Et par exemple, les violonistes sont un petit peu plus précieux. Les instruments avant... aiment un peu plus faire la fête, et puis il y a une distinction entre les cuivres ou les instruments de la famille des bois qui sont un petit peu plus modérés. Puis il y a les percussionnistes qui sont un peu les héros parce que c'est impressionnant un percussionniste, et puis mine de rien, tout le monde l'entend. Parfois, il a juste une note à faire et s'il la met à côté, on s'en rend compte. Il peut attendre aussi. 10 minutes sans jouer, mais voilà. Quand il joue, il faut que ce soit au bon moment. Oui, et puis voilà. En tout cas, les percussionnistes, c'est un petit peu aussi c'est comme les jongleurs. Ils ont le cerveau vraiment fait d'une façon incroyable. Ils sont capables de décortiquer un temps, divisé par 6 avec la main gauche, avec la main droite, faire un truc par 4. C'est des matheux aussi, vachement. Et il y a un respect, il y a pas mal de respect. Et puis, il y a, c'est ce que j'explique dans le spectacle, il y a vraiment les souffres-douleurs de l'orchestre. Ce sont les altistes, ceux qui jouent de l'alto. C'est les violons de seconde division, disent les mauvaises langues. C'est les violons un petit peu plus grands que le violon. C'est entre le violon et le violoncelle, ça se tient comme un violon. Et forcément, ils ont moins les solos. C'est un instrument un petit peu moins virtuose.
Et comme les chefs, les coqs sont les violonistes, le souffre-douleur, c'est Voilà. l'altiste. Tout ça est décrit dans Second Souffle. C'est un spectacle qu'on vous recommande. On va continuer à en parler, mais on vous signale déjà la date de la prochaine représentation en région bruxelloise. C'est le 26 janvier à l'Escale du Nord, qui est un centre culturel qui se trouve à Anderlecht. Ça, c'est le prochain spectacle. Il reviendra. Il sera encore joué en Belgique et à Bruxelles dans le futur. Vous ne savez pas encore. J'espère bien, j'aimerais bien. Là, après Anderlecht, on va le jouer pendant 3 mois à Paris, au théâtre du Funambule. Et j'espère bien qu'il sera programmé de nouveau en Belgique. Ouais. Ouais. Alors, je vais vous faire rencontrer quelqu'un, Morgane Raoult. Est-ce que vous êtes cliente de l'humour et du stand-up? Oui. Oui, c'est un oui affirmatif. Oui, très cliente. Et... Alors, je vais vous faire rencontrer quelqu'un, je ne sais pas si vous le connaissez, il s'appelle Ino JP. Je connais deux noms. Bonjour Ino. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Enchanté aussi. Je me mets Alors, plutôt en face de Morgane, si vous voulez bien, Ino JP. Avec plaisir. Pouvez-vous vous présenter? Ino JP, Je regarde où? Je regarde là? Bonjour. vous regardez Morgane, non? Ah, bah oui. Oui, pour lui Bonjour, parler. Morgane. Racontez-lui qui vous êtes. Oula, enchanté Morgane, déjà, super parcours, incroyable. Moi c'est Ino, Ino et JP, c'est 2 prénoms différents parce que mon prénom de naissance c'est Innocent et mon prénom adoptif c'est Jean-Paul. Voilà, en fait je suis belge, mais je suis né au Rwanda et donc j'ai été adopté par des Belges. Et je suis humoriste, comédien, stand-upper et auteur de mes propres textes en tout cas. Et voilà, et donc j'ai un spectacle qui s'appelle True Story. Et c'est un peu comme ça que je suis arrivé sur la scène artistique belge. Voilà, True Story, qui tourne depuis 2 ans maintenant et qu'on pourra voir jusqu'au 10 février au théâtre de la Toison d'Or. Alors, Morgane a dit tout à l'heure que dans son spectacle à elle, tout était vrai. Peut-être un peu romancé, mais tout était vrai. Est-ce que dans un spectacle qui s'appelle True Story, évidemment, tout est vrai? Alors, pas forcément, voilà, c'est parce que le titre c'était aussi un peu un clin d'œil à l'époque à une série que j'ai regardée qui s'appelle How I Met Your Mother, qui n'a pas super bien vieilli, mais qui, voilà, donc on parle, voilà, ça venait un peu du cœur, mais en fait, True Story, c'est surtout parce que je pars de mon histoire, voilà, un peu comme vous finalement. Donc c'est un peu mon récit justement de Rwandais adopté qui a grandi dans les années 80 dans une famille particulière avec tout ce que ça tient, tous les tenants et les aboutissants, c'est ça que je veux dire. Et donc voilà, donc ça parle de l'histoire et ça parle d'une vérité en tout cas intentionnelle au niveau de ce qui est les émotions. Voilà, donc voilà, même s'il y a certaines parties du récit qui peuvent être enjolivées ou exagérées, mais en tout cas l'émotion de départ est toujours sincère et vraie et honnête. Et donc voilà, mais il ne faut pas oublier que ça reste une histoire et puis ça reste surtout mon point de vue et mon interprétation des choses. Donc voilà, c'est une manière de raconter cette histoire. Et surtout l'occasion de mettre beaucoup d'humour et beaucoup de punchline. Vous êtes le roi de la punchline? Alors le roi, je sais pas, mais je fais... Vous en mettez beaucoup quand même. J'en mets beaucoup. Ouais, vous avez mis combien de temps pour l'écrire ce spectacle, Ino? C'est difficile à dire parce que moi j'ai commencé le stand-up il y a bientôt, ça va faire 10 ans la première fois que je suis monté sur scène, c'était le 9 mai 2014, mais j'ai fait ça en dilettante pendant quelques années. Et puis c'est vraiment en 2018 que j'ai essayé de me professionnaliser. Et donc du coup le spectacle en lui-même, je dirais 2 ans, parce qu'en fait je l'ai commencé en 2018 et puis en 2020 j'ai voulu le lancer et puis paf, pareil comme vous, le Covid. Et du coup voilà, j'étais un peu freiné à ce moment-là, mais donc voilà, 2 bonnes années je dirais, à part petit bout, je l'ai écrit par petit bout. Voilà, donc c'est pas un espèce de one shot où on rentre en écriture et puis on commence et puis on sort avec son manuscrit au bout de 6 mois d'ermitage. Non, c'est plus petit à petit. Ouais. Est-ce qu'on fait essai-erreur dans le monde du stand-up? Et est-ce que Morgane Raoult, vous procédez aussi comme ça, essai-erreur? Est-ce qu'on change des choses au fur et à mesure? Alors, pas trop, parce que c'est finalement, il a été vraiment beaucoup répété et on l'a écrit. Et Mais c'est une écriture sur plateau, vous n'arrivez pas avec le texte avant, on peut bouger le texte pendant la répétition? On l'a pas trop bougé, on a raccourci des choses, on a adapté, peut-être il y avait une blague qui marchait pas. La metteuse en scène a dit on l'enlève. Je lui ai dit attends, non, on l'enlève pas. Je pense que c'est parce qu'elle arrive mal. On l'a changé et ça marche. Voilà.
Oui, en tout cas, je pense qu'il y a moins d'ajustements que peut-être les stand-up. Vous avez besoin vachement du répondant du public. C'est terrible. C'est même terrible parce qu'en fait, on aimerait bien arriver directement avec quelque chose d'abouti, avec quelque chose qui va plaire, avec quelque chose qui va fonctionner. Malheureusement, dans le stand-up, on est obligé de co-créer avec le public en quelque sorte. Parce qu'on ne sait jamais à l'avance. On peut se dire, et avec le temps, on peut avoir une intuition de plus ou moins forte sur « ouais, ça, je pense que c'est drôle ». Mais en fait, si les gens ne le voient pas et rigolent pas avec nous, on n'en aura jamais la preuve. Donc on est obligé quelque part. C'est comme un espèce de cuisinier qui doit tout le temps faire goûter. Voilà, parce qu'il ne peut pas lui-même se dire, il peut dire c'est bon pour moi, mais en fait ça peut plaire à personne d'autre. Ouais. Et ça, c'est pas le but. Et donc du coup, voilà, donc essai erreur forcément. Et moi, c'est Kian Kojandi, qui est un humoriste belge. Je l'ai rencontré en Belgique, mais c'est un humoriste français, qui m'a justement dit quand je me suis orienté dans la carrière du stand-up, parce que justement, lui, il a l'oreille absolue en musique. Il est altiste. Et... justement, lui, il a fait de l'alto. Ah ben voilà, pourtant il a plus un charisme de. C'est sur lui qu'on raconte des blagues dans les spectacles de Morgane Raoult. Ino, je vous interromps. Oui, pardon, désolé, mais je parle beaucoup. C'est très bien. On va voir un extrait et comme ça, on va pouvoir discuter de votre travail sur scène. Merci. Je m'appelle Jean-Paul. Voilà, toujours la même réaction, la sidération. J'essaie, je m'appelle Jean-Paul. Premier paradoxe visuel, hein? Un prénom d'expulsant sur un visage expulsé. Moi, j'ai un prénom qu'on répète pas parce qu'il est compliqué, mais parce que les gens veulent être sûrs, tu vois. Quand moi, j'ai mon prénom à des blancs, je dis Jean-Paul, ils sont là, Jean-Paul. C'est vrai que c'est un prénom qui n'est plus très populaire. Vous savez que j'ai fait des recherches, le pic de popularité des Jean-Paul, c'est 1952. Vraiment, c'est là où le plus de bébés ont été nommés Jean-Paul. Et depuis, ça n'a fait que... Vous savez combien de Jean-Paul sont nés en France en 2022-2023 ? 6 ! On est 6 ! C'est une espèce en voie d'extinction. Depuis que Belmondo est mort, on a perdu beaucoup de monde dans le groupe WhatsApp. Hein. Je peux vous dire que... il n'y en a plus beaucoup, quoi. Mais bon, voilà. Je m'appelle Jean-Paul, mais c'est un prénom qui va super bien avec l'endroit où j'ai grandi. Parce que moi, j'ai grandi à La Hulpe. Ah, et La Hulpe, c'est dans le... Béoué, dans le Brabant. Est-ce qu'il y a des gens du Béoué ce soir? Eh, ça, regardez-les, là, évidemment, tout devant, comme dans la vie, hein? Une petite sortie parmi le peuple, ça fait plaisir, bienvenue. On se mêle à la plèbe, bah super. Vous savez pas ce qui se passe derrière, hein? Le peuple a faim, voilà ce qu'il y a. Et froid. Morgane Raoult, oui. Première réaction de ce que vous venez d'entendre. Moi, j'aime beaucoup, mais je connaissais, j'ai jamais vu votre spectacle, mais j'en ai entendu beaucoup parler. Je sais qu'il est drôle, mais il est touchant en plus. Et vous en avez entendu parler? Oui, parce que ma fille connaît votre spectacle. Incroyable. Et puis il y a beaucoup de capsules qui ont circulé sur les réseaux sociaux. Oui, on en a beaucoup parlé de ce spectacle. A parlé, ouais. Ino JP, vous avez dit il y a essai-erreur et j'écris avec le public. Il y a aussi des références. Je suis un peu perturbé, Farbis, parce qu'on entend votre voix, mais on ne sait pas exactement où vous êtes, donc du coup... Je suis partout. D'accord, voilà. Ok, c'est très bien. Est-ce que... je voulais signaler, il y a aussi des références à l'actualité. Est-ce que vous adaptez aussi ça fait 2 ans que vous le jouez ce spectacle. C'est le même qu'au début ou pas? Non, alors c'est ça, on parlait des erreurs tout à l'heure, et justement, on voit aussi qu'il y a des choses, l'humour, et c'est assez connu, c'est quelque chose qui vieillit plutôt mal. Et donc forcément, ça doit être réactualisé en permanence pour continuer de rester connecté avec ce qui se passe, avec ce que les gens ressentent, avec un peu le flow du moment, quoi. Et donc non, c'est pas du tout, alors c'est pas du tout la même chose, mais la base reste la même, on peut garder la même structure, mais c'est clair que... il y a des références qu'il faut adapter. Il y a des choses, voilà, vous par exemple, vous êtes française, vous n'avez pas forcément toutes les références belgo-belges, etc. Et donc, en fonction du lieu et du moment, on doit mettre à jour, quoi. Et donc là, c'est la version 2024, quelque part. Ouais. Vous avez dit, je suis... issu d'une famille particulière. J'ai été élevé dans une famille particulière. Vous avez été pudique. Oui. Éclairer Morgane, parce que dans le spectacle, vous en parlez sans phare. Hein. Oui, mais je le sais, justement. Ah, putain, elle a tout raconté. Alors expliquez-le aux téléspectateurs de BX1 alors. Alors, particulière, c'est parce que c'est original pour l'époque, hein, parce que donc moi j'ai été adopté en 1984 par 2 femmes qui habitaient ensemble depuis une 30aine d'années, donc qui étaient en ménage, voilà, Hélène et José.
Et voilà, et c'est vrai que pour l'époque, c'était assez avant-gardiste quelque part de grandir dans une famille homoparentale, surtout en plus avec la différence culturelle, parce que du coup, voilà, elles étaient blanches et belges. Il y en avait une qui était de Laken et l'autre qui était d'Anvers, donc on était vraiment sur déjà un mélange culturel flamand, quoi. Tu vois, donc on était déjà dans une espèce de mixité, quoi. Donc c'était un mix. Le smoothie, notre famille c'est un smoothie. et en gros, voilà, c'est ça qui était particulier, mais dont je n'avais pas à l'époque vraiment conscience. J'avais pas conscience du caractère original des choses parce que au final, ben, on grandit. Enfin, quand on est enfant, on se pose pas tant de questions que ça. À partir du moment où on n'a pas faim, on n'a pas froid, on est bien, ben ça va. C'est un peu le regard des autres qui nous éclaire et qui, en fait, seulement à l'âge adulte, commence à être interrogateur, etc. Donc voilà. Et c'est de ce décalage que vous allez tirer plein d'inspiration pour les situations que vous allez décrire sur scène. On regarde un deuxième extrait, Ino. Avec plaisir. Regardez, moi par exemple, j'ai des grands problèmes de ponctualité. Et je sais qu'il y en a dans la salle aussi, j'ai des grands problèmes. C'est pas grave, sauf que moi je pense que je suis la preuve vivante que les problèmes de ponctualité peuvent avoir des origines exclusivement naturelles. Parce que véridique. Déjà, à la base, moi je suis né avec 3 semaines de retard, ok ? De base, ok ? Et la première fois que ma mère a dû constater ma présence moyennement désirée, attendue dans son corps, c'est en attendant ses règles et en se disant, putain merde, je crois que j'ai du retard. Et quelque part, si j'existe, c'est parce que mon père, l'amant de ma mère, s'est retiré en retard. Alors comment veux-tu que je sois à l'heure alors que je suis la conséquence biologique d'un manque de timing? Ino JP, est-ce que le public rit tous les soirs exactement au même moment? Alors, il y a des choses qui, et peut-être j'imagine que dans le spectacle aussi, vous le voyez, il y a des choses qui marchent, entre guillemets, un peu systématiquement, et qu'on espère qu'ils vont marcher à chaque fois, parce que c'est le but aussi, c'est quand même, parce que même si, évidemment, c'est quelque chose, c'est du spectacle vivant, donc un public n'est pas l'autre, et on ne sait jamais prévoir comment ça va se passer à 100%, on essaye quand même d'avoir des espèces de bases rassurantes qui nous permettent quand même d'y retourner à chaque fois en se disant, voilà, il y a quand même 50% des choses qui vont fonctionner. Et puis parfois, voilà, il y a des choses comme moi je dis toujours, j'essaye de demander s'il y a un deuxième Jean-Paul dans la salle. Et généralement, il n'y en a jamais. Mais l'autre jour, il y en avait un. Et donc voilà, donc ça c'était un moment assez exceptionnel parce que franchement, il en reste pas beaucoup, hein, je vous dis. Bref, mais du coup voilà, là du coup j'ai été dans le public et on a fait des photos. Enfin c'était marrant quoi, voilà c'est ça. Sauf que lui il avait vraiment une tête de Jean-Paul. Il avait plus voilà, mais donc non, le public ne rit pas. Et en plus c'est vrai que même sur les blagues dont on sait qu'elles fonctionnent normalement, le public ne rigole pas forcément de la même manière, ni avec la même intensité, ni toujours, parfois pas du tout. Donc voilà, donc ça reste très imprévisible, ce qui est parfois un petit peu ingrat, je trouve, parce qu'au final, c'est comme s'il n'y avait jamais rien d'acquis, quoi. Voilà. Et c'est ça que je voulais dire, c'est que Kian Kojandi m'avait dit, parce que moi j'avais peur justement, j'avais l'image de l'artiste comme quelqu'un qui devait absolument être hyper bon en danse, hyper bon en chant, avoir l'oreille vraiment juste, et voilà, et moi je chante pas très bien, je danse pas très bien, et voilà, je sais juste un peu écrire, et donc je disais, mais en fait, est-ce que c'est vraiment légitime pour moi d'aller sur scène alors que je suis pas cet artiste qui pourrait aller à Broadway, quoi. Et il m'avait dit, mais non, justement, parce que déjà, l'humour, c'est pas une question de justesse, c'est une question de rythme, donc voilà, c'est justement un peu comme un percussionniste, enfin voilà, c'est pas une question de la note, c'est vraiment une question de tac, et en plus, c'est quelque chose qu'on réussit paradoxalement en échouant. Voilà, du coup en essayant à chaque fois, un peu, voilà, tous les matins, je sais pas quoi, là, remets ton ouvrage, eh ben c'est ça. Et donc du coup, ben voilà, c'est ça qui garde aussi un petit peu la flamme, c'est qu'en fait, comme il y a cette part perpétuellement inachevée, et on sait jamais comment ça va se passer, du coup, ben, on y retourne parce qu'il y a rien d'acquis, il y a rien de prévu, donc ça reste imprévisible. Et c'est ça qui est à la fois torturant et à la fois engageant. Ouais, alors c'est un grand succès quand même, on doit dire ça. Ino JP, c'est la 3e fois que vous le jouez au Théâtre de la Toison d'Or. Cette fois-ci, c'est jusqu'au 10 février. Oui. C'est dans la grande salle, il faut la remplir, la grande salle. Oui. Et vous allez partir encore en tournée après. Oui. Vous allez faire True Story toute votre vie ou il y a un moment ça doit s'arrêter? Non, ben déjà, c'est pas si long que ça finalement, parce que comme j'ai dit, je l'ai lancé en 2020 et puis il y a eu le Covid et du coup... On est en 2024 quand même, hein? Ouais, le temps passe vite. Mais oui, mais je sais pas si pour vous aussi, mais en fait,
Enfin, on a l'impression que 2019 c'était hier, quoi. Parce Ouais. que comme on a un peu perdu 2 ans dans cette histoire, bon bref, en tout cas. Donc là, oui, c'est la 3e et dernière fois que je le reprends au TTO, voilà, parce que jamais 203. Et puis je l'emmène en tournée en France et en Belgique dans les centres culturels, etc. Et puis c'est ça, c'est parce qu'il ne faut pas sous-estimer aussi non plus le fait que justement arriver à avoir un spectacle avec des blagues abouties qui fonctionnent un peu devant des publics différents, etc. C'est quand même le résultat d'un travail de longue haleine et que en fait ce serait dommage de directement passer à autre chose parce que il y aura, comme me disait mon ami PE, il y a toujours plus de monde qui n'a pas vu le spectacle que de gens qui l'ont vu. Ouais. Et puis donc, on voilà, a le droit c'est ça. d'aimer le jouer aussi. Enfin, Oui, moi et de je me régale profiter. tellement à le faire que je me dis à l'avance, mais moi Exactement. j'aimerais le jouer toute ma vie ce spectacle. Ouais. Et voilà, il y aura peut-être pas un public pour toute la vie, mais Non, mais c'est moi, ça, je trouve que ouais. c'est difficile de dire adieu à un spectacle. Exactement. Et surtout, c'est vrai, moi, cette année, c'est la première fois que justement, certes, c'est la 3e fois, mais c'est la première fois où justement, je kiffe vraiment parce que je l'ai vraiment, comment dire, intégré, je l'ai dans mes tripes, voilà, je fais les choses un peu sans réfléchir et donc je peux plus vraiment être avec les gens et en profiter, enfin, comme le cuisinier qui a arrêté, qui peut enfin se mettre à table avec tout le monde et discuter, qui est plus dans le stress de... Il y a plus de contrôle. Voilà, c'est ça, donc lâcher prise et du coup, ça prend aussi une autre dimension, même si on dit les mêmes choses, eh ben, ça donne un nouveau souffle et une nouvelle énergie et une liberté qu'il n'y avait pas forcément auparavant. Donc ça met aussi du temps d'arriver dans cette zone-là de plaisir vraiment. Et donc ça, il faut quand même essayer d'en profiter un petit peu, quoi. Il faut répéter ses gammes avant de devenir un grand concertiste. Ouais. Morgane, à votre gauche, il y a un livre. Oui. Vous pouvez me lire le titre et me dire ce que vous imaginez au départ de cette couverture. Alors, le titre, c'est « Fais descendre le Polonais ». Alors, la couverture, c'est une rue de nuit avec des éclairages. C'est en ville. Ah, attendez, parce que les années passant, je pense que c'est bien plus joli avec mes lunettes. Est-ce que c'est une maison close? Ah, pas mal, pas mal. Montrez la couverture à Allez, Ino à JP. Ino. Qu'est-ce que Oui. vous imaginez? Il y a marqué roman en grand, donc j'imagine que c'est une histoire complexe. Voilà, c'est vrai qu'il y a des néons d'hôtels d'amour, je dirais. Donc ça me fait un peu aussi à penser à la couverture le livre L'Assassin habite au 21. Donc j'imagine un polar, j'imagine quelque chose. Eh ben, vous êtes pas mal tous les deux. Ouais. Vous êtes vraiment pas mal. Ouais. Je vais vous proposer de rencontrer Jean-Louis Duroy. Bonjour. Bonjour. Jean-Louis Duroy, qui est donc l'auteur de Fais descendre le Polonais. Vous avez le droit de vous asseoir, Jean-Louis. Comment on vous présente? C'est pas votre premier roman, hein? Non. C'est le 7e. Romancier, vous avez fait autre chose avant dans la vie? Oh, j'ai fait autre chose. J'ai travaillé dans la finance. Je me suis occupé d'art et j'ai écrit ces romans. On est dans du roman noir, on peut dire ça? Alors là, plus noir que ça, il n'y a pas moyen. Ça, Ah ouais. c'est vraiment... ça, vous êtes prévenu. C'est du dur et du... Et du sanglant. Et du glauque aussi, un petit peu. Du glauque. Ah, mais vous avez du- l'air tellement doux pourtant que... Mais oui. Ah, mais c'est ça le Ouais, paradoxe. ouais, c'est ça. C'est ça le paradoxe. Mais j'ai peut-être un petit côté mélancolique dont j'essaye de me sortir à travers ce genre de bouquin. Mais c'est vrai que c'est quand même assez dur. Ouais. Alors vous, c'est pas votre autobiographie, c'est pas une histoire personnelle. Quoique, je me suis peut-être trompé. Alors là, attention. Parce que c'est la première fois que j'écris un livre à la première personne. Et au fond, je croyais que c'était un exercice facile. Et au fond, c'est épouvantable. Parce que vous vous projetez dans un personnage qui n'est pas vous-même. Parce que d'ailleurs, si c'était moi, je ne serais pas ici, je serais jeté dans le canal. Donc, dans un personnage qui est tout à fait noir, glauque, qui n'en sort pas, qui est déprimé, qui a tout raté dans sa vie, etc. Qui est écrivain, quand même, Mais qui je est le écrivain signale. quand même. Ah, c'est un peu vous quand même, l'écrivain. Ah oui, alors il y a des choses. Bon, inévitablement, on ne peut pas écrire en s'extrayant totalement de soi-même, mais
Mais je ne suis pas... enfin, il s'appelle Antoine Maudet, le narrateur. Je vous dis, sinon vous ne me verriez pas, je ne serais plus là. Ouais. Qu'est-ce qui lui arrive à Antoine? Quoi? Qu'est-ce qui lui arrive à Antoine? Alors Antoine, il lui arrive une chose assez étonnante. Alors, là, ça c'est la partie, parce qu'il y a toujours... Bon, c'est une fiction, mais il y a quand même une partie réelle dans le livre, et ça m'est arrivé. Un de ses amis, ennemis d'ailleurs, avocat avec qui il avait fait ses études, lui apporte un manuscrit dans lequel il avait raconté tous ses grands procès. Et Antoine Maudet, le narrateur, trouve dans ces procès une histoire extrêmement romanesque dans laquelle il y a toute une série de choses qui se passent. Et il se dit, au fond, je vais piller le manuscrit de mon ami l'avocat et en faire un roman, puisqu'il s'agissait d'une cold case. Et donc, ça, c'est vrai. C'est un peu comme ça que ça s'est passé. Maintenant, je ne vous dirai pas le nom de l'avocat. Je ne vous raconterai pas l'histoire. Affaire classée. Ouais. Non, merci. Je sais que vous êtes française. Merci. Non, parce qu'il y a une série qui s'appelait Cold Case. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Je sais. Voilà. Merci pour la traduction. Oui. Et alors, cette histoire, il manque une partie. Et c'est là que l'histoire commence. Dans le texte de l'avocat transmis, il manque une vingtaine de pages. Et ça va titiller l'esprit de l'écrivain Antoine Maudet, ou peut-être l'esprit de Jean-Louis Duroy, au point qu'il n'endorme plus. Exactement. Donc, il manque des pages dans le manuscrit. Et donc, le narrateur se dit, je vais essayer de voir, de comprendre ce qui se passe. Et il les reçoit comme ça, des moments différents, chaque fois. Et il ne sait pas qui les amène. Hein. Et il ne sait jamais qui les amène. Et au fond, ça reconstitue l'histoire en question. Alors, Oui. ils ont tapé juste sur les néons. Comment il a dit, Inojipé, d'Hôtel de l'amour. Hôtel d'amour. Ouais, ça se passe. C'est bien vu. Hein. Ça se passe dans un milieu un peu glauque. Hein. Vous êtes bruxellois d'origine. Ouais. Il y a une d'abord, je veux dire deux choses. D'abord, il y a une construction très intelligente et un polar atlant où effectivement on essaye de comprendre ce qui se passe et vous nous décrivez très très bien cet aspect suspense de la reconstruction de ces pages manquantes. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a de très bonnes descriptions de Bruxelles, Jean-Louis Duroy. Alors ça se passe pour l'essentiel de l'action, rue de Livourne. Vous pouvez décrire la rue de Livourne à Morgane Roux parce que j'imagine qu'elle n'y a pas souvent été. J'espère que non. Non. Alors, la rue de Livourne, enfin, celle que je décris n'existe plus vraiment comme elle était. Il y a puisqu'au fond, ça se passait à peu près il y a une dizaine d'années. Mais c'est vrai que c'était une rue dans laquelle il y avait tous des bars. Si on appelle ça bar, du des bars à champagne, avec des petites chambres à l'étage, etc. Oui. Comme la rue d'Arscott. Oui, parce que ça, je connais. La rue d'Arscott, je connais. Non, c'est très Qui différent ne de la rue connaît pas la d'Arscott. rue d'Arscott En fait, c'est des bars, des bars montants, ça s'appelle, ou des bars où il y avait des ravissantes créatures qui sont au bar et puis qui font boire du champagne pour des sommes folles à des types qui rêvent. Qui croient qu'ils vont se marier. Qui croient qu'ils vont se marier. Oui, avoir beaucoup d'enfants. Oui. Et puis alors, de temps en temps, ils vont dans un petit coin de la pièce pour des rapports plus précis. Et donc, cette rue de Livourne, c'était comme ça dans le temps, mais tout ça, au fond, il n'en reste pas grand-chose, parce que, je sais pas, avec les rencontres sur Internet, tout ce qui est escorte par téléphone, ont tué ces boîtes, qui étaient des endroits quand même assez rigolos, il faut le dire. Que vous imaginez. J'imagine. Oui, bien sûr. J'ai quand même été faire un petit tour pour vérifier mes sources. Bah oui, Bien sûr, non, mais il faut aller sur le terrain en tant qu'écrivain. Ouais. Il faut toujours... Ok, Et d'accord. évidemment, puisque c'est un polar, on ne va pas tout dire, mais il y a eu un meurtre dans un de ces endroits de la rue de Livourne. Donc vous décrivez ce quartier-là et l'ambiance dans cette boîte, dans une boîte en particulier. Vous décrivez aussi la place Flaget, d'aujourd'hui, ça Morgane Raoult, vous connaissez? Oui, et puis la salle Flaget. Oui, je connais très très bien la place Flaget. Voilà, très très bien la place Flaget. Le Bellegarde, il y a une scène au Bellegarde aussi. Ixelles et Saint-Gilles, c'est la France un peu. Mais moi, j'habite pas Saint-Gilles. Hein. Ah, ok. Moi, j'habite
une commune Ouais. Où les Français sont minoritaires. Oui, exactement, complètement Voilà. minoritaire. Et puis il y a aussi le début de votre roman, Jean-Louis Duroy, c'est rue Locanguien. Donc ça se trouve entre Sainte-Catherine et le Canal. Il y a un point de rencontre pas loin pour votre narrateur, c'est le café de l'Archiduc qui se trouve rue d'Ansart. C'est un quartier que vous aimez bien, ça ou pas? Je vous pose la question parce que votre narrateur, il n'a pas du tout l'air d'être heureux d'habiter rue Locanguien. Mais en fait, il n'est pas heureux là parce que au fond, le quartier change complètement autour de chez lui et il n'arrive plus à comprendre ce qui se passe autour de lui. Puisqu'au fond, il y a le quartier Locanguien, mais d'un côté, il y a le canal et de l'autre côté, il y a les rues qui deviennent un peu des rues chics, de bobos, de mode flamande, etc. Et puis de l'autre côté, il y a la chaussée de Gand et Molenbeek, où c'est un monde tout à fait étrange pour lui. Et lui, il se dit, moi, je suis là entre ces deux parties de mon quartier, je m'y reconnais plus. Puis il a dû revendre une partie de sa maison à d'autres personnes. Et il n'est pas bien. Et puis de toute façon, il est malheureux comme tout. Hein. Mais c'était comment avant les bobos flamands? Parce que j'arrive pas à imaginer le quartier de Dansart avant justement les boutiques et les brunchs. C'était un quartier, je dirais, un peu où il y avait des marchands de chaussettes, un petit tailleur, un type qui réparait des parapluies, tout ça que moi j'ai bien connu. Bon, j'ai un certain âge malheureusement, et j'avais mon bureau là tout près, j'allais souvent me promener. C'était un petit quartier bourgeois sympathique et tout ça, et puis ça s'est gentrifié. Et l'autre côté du canal, c'est complètement changé aussi. Et au fond, moi, j'aime beaucoup ça. Il faut dire que de l'autre côté du canal, ça vit mieux que du côté du boulevard. Parce que du côté du boulevard, je vous dis, ça s'est gentrifié. Ce n'est plus... il y a le piétonnier maintenant en plus. Ben oui, et ça bloque tout. On n'y va plus. Alors qu'avant, c'était... Puis il y avait les magasins, parce que moi j'ai des vrais magasins qui parlait toujours de la bourse en disant les magasins de la bourse. On allait parce que c'était les magasins de la bourse. Voilà, donc vous avez compris qu'il y a des descriptions de Bruxelles. On va juste glisser que Antoine, il a un petit regard un petit peu conservateur, hein, peut-être un petit peu réac même aussi sur certaines. Réac à mort. Ah, voilà. Oui. Il est réac à mort. Bon, est-ce que ça ferait un bon personnage pour un sketch, ça, Ino JP? Un réac à mort qui a du mal à voir Bruxelles évoluer. Ben justement, d'office, parce qu'il y a cette idée de comparer justement des périodes et puis de trouver ça difficile. Et souvent, l'humour, c'est basé sur des choses qui sont à la base un peu douloureuses ou compliquées, etc. Vous vous moquez beaucoup du Brabant Wallon, vous, hein? Je me moque beaucoup du Brabant Wallon. Vous l'avez joué à l'âne, le spectacle, ou pas encore? Pardon? Vous l'avez déjà joué à l'âne, le spectacle? Non, mais là, on a pas des osé, commandes hein? à Waterloo, à Braine-l'Alleud, à Chaumont-Gistou. On va aller roaster le Brabant Wallon l'année prochaine. Ça va être très gai. Voilà, mais c'est parce que oui, j'ai grandi là-bas. Et en plus, franchement, c'est une région qui n'a pas l'habitude de se faire mousser un peu. Enfin, de se faire saucer un peu. C'est souvent, on se moque de Charleroi ou de... Voilà. Mais franchement, il y a quand même des personnages là qui méritent... voilà. Mais après, les choses sont cycliques. Regardez Jean-Louis. Regardez, là, il a un super beau pantalon en velours. On pourrait croire que c'est conservateur. Mais en fait, ça revient. Maintenant, c'est hyper à la mode. Donc, voilà. En fait, change rien et... Ouais, vous venez de vous faire allumer, c'est ça l'esprit stand-up de Jean-Louis Duroy. Est-ce que vous avez déjà vu des spectacles de stand-up? Il a raison, d'ailleurs je l'adore ce Falzar, je me sens bien dedans, je suis bien... Et non, mais pour revenir au beau quartier, parce que pour dire à M. Grosfilet, il faut dire aussi, je parle d'Uccle et des petits jardins de Rode-Saint-Genèse, etc., c'est aussi cruel que ce que je dis du bas de la ville. Hein, c'est vrai, vous avez la description de la demeure de l'avocat. Il y a une histoire de paternité aussi, on ne va pas tout dire, mais il y a ça en trame de fond. Hein. Ça fait partie des énigmes qu'il va falloir résoudre. Je le dis parce que ça fait peut-être écho à l'histoire d'Ino JP. Savoir d'où on vient, savoir finalement si on a laissé une trace ou si on est le résultat de quelque chose. C'est quelque chose qui vous a préoccupé, ça, Ino, ou pas? J'ai l'impression que c'est quelque chose qui préoccupe un peu tout le monde, quoi. Voilà, que ce soit l'identité, que ce soit l'héritage, celui qu'on reçoit et celui qu'on laisse. J'ai l'impression que c'est quelque chose qui, à un moment donné ou l'autre, nous traverse. C'est des questions qui nous traversent dans la vie. Et moi, c'est vrai que ça s'est
posé peut-être un peu plus tôt que les autres parce qu'évidemment, il y avait une différence physique très forte avec les gens de mon entourage et donc je me suis plutôt demandé d'où je viens, c'est quoi l'histoire, ma famille, etc. Nanani, nanana. Et j'ai retrouvé d'ailleurs, ça serait peut-être l'objet d'un autre spectacle, mais quand j'avais 20 ans, j'ai retrouvé ma famille biologique, dont une partie était en Belgique, enfin c'est toute une histoire, ouais. Mais, et aujourd'hui que j'en ai 20 de plus, c'est vrai que je suis en train de me demander qu'est-ce que je vais laisser, comment transmettre, etc. Et d'ailleurs, je suis en train de réaliser aussi un documentaire qui parle de transmission, parce que j'ai encore une grand-mère au Rwanda qui a 96 ans, ce qui est quand même pas rien. Ah ouais. Hein, voilà, donc voilà, mais voilà, après, je ne sais pas pour vous comment vous résolvez ces histoires-là, parce que vous avez des familles endémiques, enfin des familles... Non, parce que justement, un de mes personnages, c'est quelqu'un qui a vraiment des questions à se poser à propos de son origine. Ah oui, oui. Et donc, elle n'a pas du tout un problème au départ, c'est parti tout à fait normalement. Et puis, à un moment donné, mais ça, je ne vous raconte pas tout, Non, sinon bien sûr, oui, non, il faut laisser un peu de suspense suspense. de son film. Mais à un moment donné, elle se dit, au fond, je ne suis pas qui je croyais être. Et en fait, ouais, c'est ça, il y a beaucoup de gens Et qui ont ça peut être très douloureux, clairement. Est-ce que c'est pour ça que vous écrivez ou que vous êtes sur scène les uns et les autres? Est-ce que c'est pour découvrir qui vous êtes vraiment? Est-ce que c'est pour vivre vraiment? Parce que finalement, il n'y a que là que vous vivez intensément ou quand vous écrivez. Ou est-ce que c'est pour laisser une trace? Ouais. Ouais. Alors, moi, c'est un peu tout ça rassemblé parce que c'est clair que quand on est sur scène ou quand on écrit, on est vivant. On se sent en vie. Et moi, j'aime transmettre. Et, parce que j'ai été très gâtée dans l'enfance. Mon école a été choisie. J'étais dans un quartier populaire, ça s'appelait les quartiers HLM. À Paris? C'est les logements sociaux. Ouais. C'est les grandes tours avec une forte population immigrée et l'école a eu envie de nous mettre de la musique tous les jours pour voir ce que ça donnerait sur tous ces enfants. Et en fait, ça a été un levier de réussite scolaire. Et moi, j'ai eu conscience que de me faire apprendre la musique dès la maternelle et à tous mes copains qui venaient du Sénégal, du Vietnam, vraiment, c'était vraiment un mélange incroyable dans les années 70. Et donc, je sais la force que ça m'a donnée dans toutes les épreuves que j'ai traversées, d'avoir touché cet apprentissage et cette discipline artistique. Et ma vie aujourd'hui, c'est de transmettre ça aux enfants. Donc c'est pour ça que je fais beaucoup de spectacles musicaux pour enfants, des livres d'éveil musical. Et la pièce de théâtre Second Souffle, j'ai l'impression que quand je la joue, j'essaie de transmettre, eh bien, si vous permettez à vos enfants d'avoir une pratique artistique, leur vie sera sublimée. Et c'est ça le message aussi du spectacle. Donc j'ai besoin de transmettre, oui. Ouais. Ino JP, pourquoi est-ce que vous êtes sur scène? Excusez-moi, pardon. J'avais juste une petite question parce que Morgane est très discrète, mais je ne sais pas si on peut dire... Ma fille? Oui. Ouais. Donc, la fille de Morgane qui est Capucine. Oui. Le personnage de la Capucine qui est ventriloque. Et donc, je me demandais, parce qu'elle joue de la flûte parfois dans ses... Et si c'est du coup vous qui avez initié... Oui, c'est ça. Mes enfants, je leur ai transmis la passion pour la musique. Et donc, Capucine, qui est... Ouais. Il se trouve que c'est pour ça qu'elle vous connaît, parce qu'elle est humoriste aussi, elle est ventriloque. Elle fait carrière en France, notamment, Capucine. Oui, mais elle a fait l'INSAS à Bruxelles. Mes enfants ont eu leur scolarité en Belgique. Hein. Ah, il y en a combien? J'ai 3 enfants, mais j'en ai fabriqué 2, et il y en a une que j'élève, mais je ne l'ai pas fabriquée. Ok. Et donc, Capucine, oui, elle a grandi, elle a su lire la musique avant de savoir lire les notes. Et son frère, pareil. En fait, la musique, c'est un langage qui permet de traverser beaucoup plus facilement le partage, la communication. Et en effet, Capucine est flûtiste. Elle chante, elle est flûtiste. Et c'est pour ça qu'elle est ventriloque aussi, je pense, parce qu'elle a eu tellement accès à sa colonne d'air, à tout ce qui est faire vibrer. Oui, elle est... intéressant, ça, ouais. Alors, je repose ma question à Ino JP. Pardon, oui. Pourquoi est-ce que vous êtes sur scène, finalement? Oui, ben moi aussi, c'est pour vivre, parce qu'effectivement, j'ai des factures à payer que j'aimerais bien honorer. Voilà, donc... non, mais après, c'est vrai que le stand-up...
comme c'est face publique. Et moi, j'ai des grands problèmes de... Voilà, j'ai un trouble de l'attention, j'ai des problèmes pour être vraiment concentré et pour être, pour pas trop procrastiner. D'ailleurs, après, je vais vous demander un peu c'est quoi vos processus d'écriture, parce que c'est vraiment quelque chose sur lequel je galère. Et donc, je savais qu'en faisant un métier public, j'aurais toujours des comptes à rendre. Qu'il y aurait toujours des gens pour venir constater en live mon travail. Et que du coup, c'était une pression qui me permettait de rester en action, de rester en mouvement. Et après, le contenu, c'est-à-dire, mon histoire, etc., est-ce que je développe dans mes sketchs, évidemment que ça, c'est aussi une recherche très introspective de qui je suis, qu'est-ce que c'est mon expérience à moi en tant qu'être humain, et que j'essaye de partager avec les autres, mais de façon à ce que les autres puissent aussi se connecter à ce que je ressens et voir si on vit la même chose ou si c'est totalement différent. Mais Voilà. c'est de l'amour aussi, honnêtement, on recherche de l'amour, parce que qu'est-ce qu'on en reçoit quand on est sur scène? Oui, c'est vrai. Comment ça fonctionne? Mais Ouais. oui, mais si les gens viennent te voir, c'est qu'ils t'aiment. Oui, Et, c'est vrai. ou en Alors tout cas, moi, je vous admire tous les deux parce que je trouve, pour moi, c'est extraordinaire de pouvoir s'exprimer vraiment sur soi-même, comme Ouais. vous le faites dans le stand-up. Alors là, parce que là, en plus, il y a le risque de tomber à plat et que ce ne soit pas drôle. Alors là, pour moi, rien que ça, c'est l'horreur. Mais vous aussi. Et moi, je n'arrive pas à faire ça. Et donc, M. Gonfilet parlait de la question de savoir pourquoi. Et en fait, pourquoi? C'est parce que je trouve que l'avantage de l'écriture narrative cachée sous un roman, et c'est là qu'on joue les petits malins, Ouais, c'est en ne cache-cache se un peu, hein. montrant pas exactement comme on est, tout en étant quelque part. Mais je vous trouve plus courageux que Non, moi. ou alors- Moi, j'arriverais pas à faire ça. Je serais gêné. Mais vous rencontrez jamais votre public? Enfin, Alors, votre je lecteur, rencontre, je veux dire, non, votre- ça souvent, mais non, mais alors, Mais ça, c'est pas rencontrer le gênant, public, justement. c'est une horreur absolue, parce que à ma droite, il y a, bon, je viens d'un milieu assez gâté, et alors on me dit... D'où le pantalon. D'où le pantalon, et là, on se fait engueuler, parce qu'on vous dit, non, mais c'est pas possible que tu aies un type qui, comme toi, écrive des bouquins aussi épouvantables, tout ça. Ça, ouais? c'est le côté droit. Ouais, ouais. Et côté gauche, c'est les gens qui me disent, oui, mais enfin quand même, votre description de ceci, votre truc de là, et ça va pas très bien. Et donc, on se fait quand même Oui. taper dessus un peu, pas trop, mais ça veut dire, si vous voulez, que, et je le répète, moi je trouve très très courageux d'oser... mais est-ce que c'est du courage ou est-ce que c'est des natures? On peut être plus ou moins extraverti, introverti. Et je pense que tous ceux qui montent sur scène, ils ont quand même un ego un petit peu développé, même si on... Ou une blessure d'ego, quelque part aussi. Voilà. Un truc Oui, à oui, combler. oui, quoi. voilà. Ouais, Oui, mais quand ouais, même, ouais. avoir- se dire, tiens, je vais monter sur scène et ça va intéresser les gens. Ouais. Mais c'est une vraie bonne question et la bonne réponse c'est d'aller voir sur scène ce qui se raconte ou d'aller lire les livres pour voir ce qui se raconte. On va vous remercier tous les trois. Déjà? Ben Merci oui, beaucoup. déjà. On pourrait faire une deuxième heure. Je sens que vous Mais on êtes n'a bien même pas partis. parlé du processus. Eh ben, on va lui poser la question en antenne, processus. nous. Mais comme ça, vous aurez Et la un cours fin. particulier sur comment ne pas procrastiner et être à l'heure pour l'écriture du prochain spectacle. Morgane Raoult, c'est Second Souffle, ce sera le 26 janvier à Anderlecht. Inno JP, la True Story, c'est au TTO. Jusqu'au c'est 10 février. 10 février. Et Jean-Louis Duroy avec Fait descendre le Polonais. On n'a pas eu le temps d'expliquer qui était le Polonais, Mais oui. mais ça se trouve dans ce roman Ça se trouve paru dans- aux éditions Le Cri pour avoir la réponse. Merci à tous les trois Merci, d'avoir Fabien. participé à cette émission. On va retrouver Najad. Najad, c'est un slammer. Il va être accompagné à la guitare de Nathan Colson et il va nous interpréter un texte de sa plume, évidemment. Ça s'appelle Le jour de mon dernier slam. Le jour de mon dernier slam, le jour de mon dernier, le jour de mon dernier slam, le jour de mon dernier,
Le jour de mon dernier slam, il pleuvra des métaphores, des océans de larmes sur chaque partie de mon corps. Parfois, pas les armes quand le bonheur m'aborde. Parfois, pas de taille pour contrer le mauvais sort. Le jour de mon dernier slam, il pleuvra des métaphores, océans de larmes sur chaque partie de mon corps. Parfois, pas les armes quand le bonheur m'aborde. Parfois, pas de taille pour contrer le mauvais sort. Le jour de mon dernier slam, je serai touché par la grâce. Je ferai plus de moula qu'un acteur de Carglass. La rancune aura le seum, le bonheur sera tenace. Je serai sapé comme jamais, comme sur une photo de classe. Enfin magicien quand je manierai les mots. Je détournerai les gamins comme le monde de Nemo. Poète circassien sans la verve d'Othello. Mon seum de galérien s'éloignera de l'ex-pauvre. Le jour de mon dernier slam, il pleuvra des métaphores. Fort, fort, fort. Le jour de mon dernier slam, il pleuvra des métaphores. Fort, fort, fort. Le jour de mon dernier slam, il pleuvra des métaphores, océans de larmes sur chaque partie de mon corps. Parfois, pas les armes quand le bonheur m'aborde. Parfois, pas de taille pour contrer le mauvais sort. Le jour de mon dernier slam, il pleuvra des métaphores, océans de larmes sur chaque partie de mon corps. Parfois, pas les armes quand le bonheur m'aborde. Parfois, pas de taille pour contrer le mauvais sort. Le jour de mon dernier slam, c'était donc Nadjad. Nadjad qui a sorti un petit recueil de ses textes et de ses slams. Ça s'appelle La carte de séjour. En 2 mots, c'est paru aux éditions Maelstrom. Nadjad sera également sur scène. Ce sera le 23 janvier à Namur, à la Maison de la Poésie. Le 28 janvier en région bruxelloise, au Centre culturel Tein Wengart, ça se trouve à Forêt. Et puis Nathan, le guitariste, sera lui à écouter mercredi prochain au Café Central. C'était Connaissez-vous. Merci d'avoir été avec nous et à la semaine prochaine.